Salut à tous, c'est Pierre et Sam de Fandroid et aujourd'hui on inaugure un format un tout petit peu particulier. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on est en duo parce qu'on va faire un petit débat afin de déterminer quelle console acheter le jour J. Vous savez que la Xbox Series X et la PS5 arrivent pendant le courant du mois de novembre et forcément peut-être que vous hésitez encore un petit peu entre les deux consoles. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les points forts des consoles et quels sont aussi leurs points faibles et chacun va défendre un petit peu son bout de gras. Sam sera team Xbox, pour ma part je serai team PS5 et je vais tout faire pour défendre les couleurs de Sony et prouver que la PS5 est bien évidemment la meilleure console. Je serai couleur Microsoft aujourd'hui et j'essaierai de défendre la console contre la PS5 qui est vachement moins bien. Autant le dire. La PS5 est meilleure. Non, c'est la Xbox. Non, c'est la PS5. Non, c'est la Xbox. C'est la PS5. Non, c'est la Ah, Xbox. je t'assure, c'est la PS5. Non, c'est la Xbox. C'est la PS5. Alors on va commencer bien entendu en parlant design. On va parler voilà, de l'aspect un petit peu visuel de ces consoles et également de leur aspect un peu technique. Sam, explique-nous un petit peu ce cube noir de Microsoft. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête de faire cette espèce de monolithe qui, on va pas se mentir, hein, c'est pas très beau. Alors, le design, personnellement, je le trouve plutôt pas mal. Je le trouve sobre, je le trouve effectivement très anguleux, rectangulaire. Il y a beaucoup de détails dans cette console qu'on ne voit pas forcément quand on la voit comme ça de loin. On voit le petit marquage, on voit les petits boutons. Il y a beaucoup de choses qu'il faut découvrir en fait avec la console. Le design de la console n'est pas si brut que ça. Il est aussi moins en vague que ce qu'on pourrait trouver chez PS5. C'est un modèle qui est plus petit, je pense, que la PS5. Oui, oui. C'est un modèle qui va peut-être s'intégrer un peu mieux dans votre salon parce qu'elle est noire, parce que votre matériel audiovisuel est peut-être noir aussi, ou en tout cas gris, anthracite, ce genre de couleur-là. On va retrouver une console qui se marie peut-être un peu mieux donc, dans l'environnement du salon où vous allez la poser. Donc ce n'est pas forcément une console qui est moche. Mais ça reste quand même un tank, ça reste quand même quelque chose c'est un cube noir. C'est une console qui est aussi large qu'épaisse, c'est sûr, et elle est très grande. Elle pèse son poids, elle pèse moins lourd qu'une PS5. Elle est beaucoup moins large que la PS5. Et je pense qu'elle aura une meilleure place, en tout cas, dans un salon. C'est mon avis. Alors que pour ma part, je trouve que le design de la PS5, pour le coup, Sony a pris vraiment des risques. On voit avec cette console, avec ces deux plaques blanches ondulées qui enserrent une bande noire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde des consoles. J'ai envie de dire, ça ressemble presque à un PC Alienware, donc c'est quelque chose qui inspire un petit peu le futur. C'est vrai, ça ressemble à un PC, mais ça ne ressemble pas à une console. Non, mais c'est quelque chose qui c'est nous vrai fait… que j'ai une PS3, j'ai une PS2, c'est vrai qu'elles sont toutes noires, et c'est vrai que quand je pose la Xbox à côté, il y a quelque chose d'assez naturel. Il y a quelque chose de peut-être pas de familial parce qu'elles ne font pas partie de la même famille, mais elles font partie de quelque chose qui ressemble à l'univers console. Oui, mais Sony avait pris aussi un immense risque en transformant sa PlayStation en lecteur DVD à l'époque et c'était vraiment inédit. Personne n'avait vu une console avec un design pareil. Et la PS5, c'est un petit peu ce même cas de figure aujourd'hui. On a vraiment un centre multimédia qui ressemble à un PC. Hein, la PS2 était surtout faite pour être dans un salon, pour remplacer un lecteur DVD, comme tu dis, et pour être le premier lecteur DVD finalement de la famille. Oui, mais la PS5, c'est pareil. Elle arrivait en fait dans un environnement qui est celui du multimédia, de l'audiovisuel, où Sony avait vraiment marketé son produit pour être quelque chose qui se pose dans le salon à côté d'une télé. Pour le coup, c'était vraiment une volonté de Sony de rentrer dans l'univers de l'audiovisuel du salon et non pas de rester comme Sega, comme Nintendo avant, dans l'univers console qui était celui un peu bric-broc. Totalement dans cette logique avec du coup une console qui est axée vraiment sur le multimédia. On ne fait que jouer avec une PlayStation. Ça, on a déjà vu avec la PS3, avec la PS4. Là, on entre vraiment dans un nouvel univers, sur une box multimédia, vraiment, c'est ça, un petit PC qu'on peut mettre dans le salon qui est blanc, qui épouse parfaitement les formes onduleuses qu'on peut avoir dans un salon, ça ne veut rien dire. On a un petit PC qui trouve sa place dans le salon. Il y a peu de formes ondulées dans le salon. On n'a pas un bloc noir qui ressemble à un ordinateur. On a qui est un peu triste. On a quelque chose qui vraiment change, qui est aussi gracieux. Vraiment, c'est un effort de design et surtout qui épouse totalement la technique. Parce que ça aussi, c'est important. Quand on regarde la Xbox, on voit que toute l'air est expulsée vers le haut.
Alors qu'avec cette forme un peu bizarre de la PS5, on se rend compte que quand on regarde de plus près que toutes les grilles d'aération sont placées sur toute la façade de la console et que justement ça lui permet de rester fraîche et de ne pas chauffer et surtout de ne pas faire de bruit. C'est vrai qu'elle expulse tout l'air vers le haut ou sur le côté, puisque de toute façon on peut la mettre dans les deux sens, il Ouais. n'y a pas de problème. Moi je trouve qu'il y a une certaine logique, parce que l'air chaud, ça monte. C'est Donc vrai. on prend l'air d'en bas, on l'expulse vers le haut quand il se réchauffe, et grâce au ventilateur, ça expulse plus vite. C'est un ventilateur qui est très grand, qui n'est pas bruyant, même quand il tourne à pleine vitesse, parce que vous jouez depuis 1 heure, 2 heures. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ce qui est de l'aération, elle est faite en haut. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Et pour revenir sur le côté un peu onduleux, design, on prend des risques, il faut dire que dans le salon, aujourd'hui, il n'y a rien qui ondule. Dans un salon, tout ce que tu peux trouver autour de la télévision, c'est quelque chose qui ressemble, alors pas vraiment à une Xbox, mais qui ressemble à quelque chose, qui ressemble à des produits parallélépipédiques. Tu prends ta télé, elle est rectangulaire. Et donc c'est une raison pour faire la même chose. Tu prends aussi le boîtier multimédia, quel que soit le boîtier multimédia, que ce soit une Apple TV par exemple, une Freebox. La Freebox Pop est ronde. Eh oui. Elle est ronde, mais elle est circulaire et elle est droite sur les côtés. C'est-à-dire que ce sont des formes géométriques basiques, simples. Que ce soit aussi sur un lecteur DVD, c'est pareil. Après, que ce la soit PS5, sur c'est pas du Gaudi non plus, hein. On reste quand même dans des formes assez communes, on va dire, avec juste ces deux plaques blanches qui sont un peu ondulées, mais qui quand même. Oui, mais ce sont celles qu'on voit le habituelles. mieux. Ce sont celles qu'on voit le plus. Ce Oui. sont celles qu'on voit le mieux. C'est celles qui définissent aujourd'hui le design PS5. Clairement. Oui, c'est vrai. Après, Mais on reconnaît tout de suite la console. Quand on rentre dans un salon, qu'on voit une PS5, on se dit c'est la PS5. Pour Oui. la Xbox, c'est un cube. Et surtout, dans un meuble télé, on parlait d'expulsion de l'air. Si vraiment la console elle est engoncée dans une petite fenêtre d'un meuble télé, expulser l'air, c'est compliqué quand même. Si c'est pour les deux consoles, c'est compliqué. Et même pour celle d'avant d'ailleurs. Sachant que c'est Sony, c'est la sur PS, toute la longueur de la façade, donc c'est un peu plus simple. C'est pas si simple que ça. Avec les dimensions de la console, si tu rentres vraiment la console dans un meuble télé, tu arriveras tout de suite derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a la plaque, soit du placo de ton meuble, soit le mur, etc. Sauf que l'aération de la PS5 est mise sur toute la longueur de l'avant. Donc l'air est expulsé de devant. Donc, à part enfermer sa PS5 dans un cube en plexiglas, l'air arrivera toujours à circuler. Moi, mon meuble, Ouais. il y a une partie qui est ouverte, qui est large comme ça, Ouais. donc la PS5, elle ne pourrait pas passer. D'ailleurs, la Xbox non plus, elle ne peut pas passer. Et j'ai une partie qui se ferme, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, qui pourrait permettre de rentrer la PS5, qui pourrait permettre aussi de rentrer la Xbox. Mais moi, j'ai peur de la mettre là-dedans, puisque, comme on a dit, l'air chaud, Ouais. il faut l'expulser. Mais pour les deux consoles, c'est pareil. Elles ne sont pas faites pour aller dans des meubles parce qu'elles sont trop grosses, parce qu'elles sont trop grandes. Pour tous les meubles, ça sera pas pareil. Donc, il faut la mettre dehors. Et qu'est-ce qui se passe quand tu la mets dehors ? Eh ben, au niveau design, au niveau décoration, là, on parle de décoration vraiment, quand tu veux mettre une console dans un salon, eh ben, tu as quelque chose qui jure par rapport à tout le reste. C'est vrai, mais c'est aussi. C'est beau, c'est élégant, c'est très design, c'est très recherché. Mais c'est une Et machine je suis centrale d'accord. de ta nouvelle installation. C'est quelque chose que tu utiliseras tout le temps, qui est vraiment central. C'est un peu ton hub multimédia avec ta télé. Mais après, c'est vrai, on va pas se mentir, dans les deux cas, les consoles sont des paquebots. C'est vraiment des tanks. La PS5, elle fait 40 cm de haut. Donc si vous n'avez pas le meuble télé fait pour, ça reste quand même un peu compliqué. La Xbox, c'est un peu pareil. La Xbox, c'est pareil, elle a des un truc dimensions énorme. de fou. La PS4, elle était beaucoup plus mince. Donc, conclusion, elle rentrait bien mieux dans un meuble télé. Et les aérations, à l'arrière, c'était biseauté, qui permettait d'avoir plus de place pour évacuer l'air. Donc là, il y avait une certaine logique. Sony a cherché une autre philosophie en accent vraiment sur la technique, sur la fraîcheur, sur la gestion de la chaleur. Et ça passe évidemment par une console beaucoup plus grosse. C'est aussi le cas de la Xbox, même si elle est quand même un peu moins imposante. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé d'apporter une touche un petit peu futuriste à ce design au lieu de nous faire un gros cube comme on avait vu, l'espèce de U qu'on avait vu, ce design abominable que Sony avait utilisé pour créer sa console. Après, on peut en penser ce qu'on veut du design visuel. Les kits de développement étaient vraiment très moches. Alors que là, au moins, ils ont su évoluer. Microsoft, C'est vrai. ils ont toujours un cube. Voilà, ça n'a pas bougé. Maintenant qu'on a dit tout ça,
on va décider un peu quel est le meilleur design de la console pour toi et pour moi. Alors moi, je ne vais pas lâcher le morceau. Je trouve que la Xbox, elle est peut-être très sobre, mais elle est vraiment triste comme console visuellement. Et dans un salon, ça attire pas l'œil, c'est pas très beau. Ça a plus sa place dans un bureau, par exemple. Moi justement, je ne pense pas qu'elle a sa place dans un bureau. La Xbox, je trouve que sa sobriété fait qu'elle peut se mettre partout. Que ce soit dans un bureau, comme tu le dis, mais aussi dans le salon. Je pense que le design de la PS5, il est plus recherché, il est plus sympa peut-être à l'œil, c'est vrai. Et ça, il n'y a aucun doute. On met les deux l'une à côté de l'autre, il y en a une qui attire l'œil tout de suite. Et ça, c'est vrai. Il y a une recherche design. Après, je pense que ce design, pour le placer dans tous les salons possibles et imaginables, dans tous les foyers, dans un salon ou dans un bureau, je pense que la Xbox, elle sera plus facile à intégrer. Maintenant, on va parler d'un autre aspect très important de la console, la manette. Forcément, quand vous avez une console, vous devez avoir une manette aux petits oignons, sinon il n'y a pas de plaisir de jeu derrière. Et on va parler bien entendu de la manette Xbox Series X. J'allais dire Xbox One parce qu'au final, c'est la même. Il y a eu quelques petits changements, mais… Alors, il y a eu quelques petits changements dans cette petite manette, c'est vrai. Elle est moins massive. Un petit peu moins massive, elle rentre mieux dans les mains, on peut plus s'en servir même si on a des doigts ou des mains qui sont un peu plus petites et ça c'est sympa. On retrouve toute l'ergonomie de la Elite 2 qu'on avait bien aimé. On retrouve les gâchettes adaptatives, on retrouve la croix directionnelle concave, on retrouve tous les boutons qu'on a l'habitude d'avoir sur Xbox depuis longtemps avec les deux joysticks qui sont positionnés un en haut, un en bas. On est sur quelque chose qui se veut être une évolution, vraiment, dans la continuité de tout ce qui a été fait chez Xbox jusqu'à présent. C'est vrai que ceux qui avaient une Xbox, quand ils arrivent sur Xbox Series X, ils prennent la manette en main, ils se retrouvent chez eux. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est important parce que tu te retrouves avec une ergonomie qui est connue sur des jeux peut-être que tu as connus aussi, que tu vas redécouvrir avec les beaux graphismes que tu as sur les nouvelles consoles. Et la conclusion, tu es dedans, tout de suite. Je suis d'accord avec toi, Moi, je suis un très grand fan de la manette Elite de Xbox. Je trouve que c'est la meilleure manette du marché qui existe jusqu'à la manette PS5. Sony a vraiment pris un risque avec cette manette. Donc on regarde la forme déjà, c'est vrai que ça rappelle la forme de la manette Xbox One. On copie les meilleurs, ça c'est pas vraiment une surprise et c'est pas vraiment quelque chose de mal. On retrouve exactement le même emplacement des boutons qu'auparavant, c'est-à-dire avec les sticks symétriques. Ça c'est un petit peu dommage, avec les boutons croix, carré, rond, avec les deux gâchettes, le pavé tactile. Comme ça, à première vue, ça ne réinvente pas la roue. En revanche, Sony a inclus vraiment des choses très très intéressantes dans la manette. Il n'y a pas chez Xbox malheureusement. Xbox se repose un peu sur ses lauriers alors que Sony essaye d'introduire de nouvelles choses, comme par exemple le retour haptique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le retour haptique, c'est une gestion des vibrations, un peu comme ce qu'on trouve sur les téléphones par exemple, et qui permet de ressentir un peu ce que ressent notre avatar en jeu. Par exemple, Sony, dans sa console, livre un petit jeu qui s'appelle Astro Playroom, qui est un petit peu une démo de ce que la manette peut faire. Et dans ce jeu, par exemple, quand Astro se balade sur le sable, on ressent physiquement le sable dans les vibrations. Même chose quand il pleut, par exemple. On sent des petites gouttes de pluie qui vibrent un petit peu partout. Quand il glisse sur de la glace, on sent un glissement dans la manette. Avec une gestion des vibrations qui peut, par exemple, commencer à gauche, puis aller progressivement vers la droite. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui change vraiment notre rapport au jeu. On ressent vraiment ce qu'il y a dans notre avatar. C'est toujours renforcé par la présence du petit microphone et du petit haut-parleur qui sont dans la manette. Et après, Sony a également amélioré le pavé tactile qui est beaucoup plus précis. Et également ses gâchettes. On a des gâchettes à retour de force. Ça existait déjà sur Xbox One, mais je trouve personnellement qu'elles sont encore mieux conçues que sur Xbox One. Et on a vraiment on ressent vraiment les effets du retour de force lorsqu'on est en jeu. Par exemple, lorsqu'on joue à Spider-Man ou à Astro Playroom, on sent que ça bloque quelque part et qu'il faut un peu forcer. Et pour l'immersion, c'est vraiment top. Et moi, c'est ce que je reproche un petit peu à Microsoft, c'est de ne pas avoir proposé quelque chose de plus qu'est-ce qu'ils avaient fait avant. Alors certes, le design est un petit peu repensé, on est un peu chez nous qu'on prend la manette en main, comme tu dis, mais voilà, on n'entre pas dans une nouvelle ère, je veux dire, on reste dans une continuité, alors que Sony a justement complètement repensé la manière dont on utilise une manette. C'est vrai, et clairement, moi quand j'ai vu les premières annonces sur la DualSense, j'ai trouvé que cette manette était canon. Moi qui suis joueur PlayStation avant d'être joueur Xbox et
J'ai eu beaucoup de PlayStation et j'ai eu plus de PlayStation que de Xbox, clairement. Enfin, de toute façon, sur la PlayStation, moi, franchement, je trouve que cette manette, elle a du cachet, elle a vraiment du chien. Et j'ai adoré ce qui avait été apporté par la DualShock 4, l'accéléromètre qui était dans la manette, le pavé tactile. C'était vraiment, et puis le bouton share aussi, enfin plein de choses qui étaient vraiment canon. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vachement bien d'apporter des nouvelles choses à l'intérieur des gameplays. Et ça, je suis totalement d'accord, clairement. Après, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui se veut être beaucoup plus grand public. Et donc, apporter des interactions qui sont nouvelles, de pouvoir agiter la manette et de voir que ça agit dans le jeu, ça c'est canon. Dans Infamous, moi j'ai adoré Infamous. Tu balades la manette pour faire un tag sur un mur. Tu te dis, bon, pourquoi pas, c'est fun. Et pourtant, c'est aussi le côté un petit peu innovant, voilà, de chez Sony. Après, moi, ce que je trouve qu'il y a de différent entre l'approche Sony et l'approche Microsoft, c'est l'approche hardcore gamer. Une manette Xbox, c'est une manette qui a été faite pour le hardcore gaming, vraiment. On n'est pas sur de l'expérience, on n'est pas sur de l'innovation, on est sur des acquis, sur une base, on consolide cette base, on la renforce et on crée quelque chose que les hardcore gamers apprécieront tout de suite. Encore une fois, oui, on arrive directement chez soi quand on prend la manette Xbox. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel pour le hardcore gamer dans la manette Xbox. Il y a aussi autre chose que j'aime bien chez Microsoft et qu'on ne retrouve pas sur cette manette par exemple, c'est la coque texturée qui est derrière. Là, on a une coque qui est quand même très lisse, alors que la manette Xbox Series X, elle est texturée derrière pour une préhension qui est plus solide. Là encore, on est sur du hardcore gaming, on est sur un profil de joueur qui, quand il sera devant sa console, il va suer du doigt parce qu'il va rester là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures à gamer, à être sur du jeu compétitif, à être là, à vouloir que la manette, elle reste dans sa main. Là, on risque d'avoir quand même des petits glissements. Moi, j'en ai reçu des glissements sur des manettes DualShock. Je suis un petit peu énervé par le jeu et je me dis « Ah, comment ça c'est possible ?» Et là, tout d'un coup, ça glisse un peu et tu perds en fait tes repères parce que tes doigts ils ne sont plus exactement là où tu t'attends à ce qu'ils soient. On a quand même une petite texture derrière. Attention, on a une toute petite texture, mais rien à voir avec celle de la Xbox, où vraiment on a carrément des traits qui sont dessinés, qui sont gravés dans la coque de la manette. Moi, je trouve que c'est une très belle manette, vraiment une très belle manette, et qui a énormément de choses à faire découvrir aux gens. Moi, je suis un amateur de toutes les innovations qu'ont pu apporter Sony dans les manettes. Et je trouve que vraiment, les manettes DualShock, de toute l'histoire, depuis la première DualShock sur la PS1, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit faible pour les manettes DualShock. Et encore une fois, j'ai un petit faible aussi pour celles de Sony sur la PS5. Je trouve que vraiment, il y a de l'innovation, il y a du gameplay, bon point pour Sony. Et c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas autant de recherche de nouveaux gameplays chez Microsoft. Après, c'est aussi le positionnement de Sony et c'est aussi le positionnement de Microsoft que de rester un petit peu sur, comme on dit, rester sur ses acquis, mais c'est aussi consolider ses bases. Moi, comme je le disais, je suis un amateur des manettes Xbox depuis la Xbox 360 et je trouve que la Xbox One Elite, la manette Xbox One Elite est vraiment la meilleure manette du marché. Mais depuis que j'ai la PS5 et que je joue sur PS5 avec cette DualSense, je dois avouer que je suis un petit peu tombé amoureux de cette manette et qu'aujourd'hui, revenir à une manette Xbox One Elite, ça reste un petit peu compliqué qu'on a goûté à la DualSense. Après, bon, ça reste des manettes. Avantage PlayStation aussi pour moi, mais la manette Xbox reste tout de même dans le haut du panier, on va pas se mentir. Avantage Sony dans ce petit duel manette et maintenant on va passer à la technique. Alors Sam, concernant l'aspect technique, qu'est-ce que propose la Xbox Series X? Est-ce qu'on peut jouer en 4K, 60 FPS, stable? Est-ce qu'il y a du ray tracing? Parle-nous un peu de tout ça. Alors, la Xbox Series X propose l'ensemble de l'expérience technique que l'on peut attendre d'une console next-gen. On a du 4K bien sûr, on a du 60 FPS bien entendu, le ray tracing qui va bien, tout est fluide, tout est magnifique, il n'y a pas de souci en termes techniques sur cette console. Il n'y a pas de ralentissement sur la Xbox Series X. T'as essayé quel jeu sur la Xbox?
Alors, j'ai essayé Watch Dogs Legion, bon jeu. Donc il est en 4K 60 FPS. Il est 4K 60 FPS. Sans ray tracing. Sans ray tracing. Tu peux mettre le ray tracing quand même? Je ne sais pas si on peut mettre le ray tracing. En fait, j'ai une télé tellement immense en ce moment, 85 pouces. Moi, je trouve ça déjà hyper beau parce que avant j'étais sur du Full HD, j'arrive sur du 4K, sur du 60 FPS. Déjà, je trouve ça magnifique. Alors, me dire, est-ce qu'il y a du ray tracing? Pour être honnête, j'en sais rien. Il y a un gap au niveau visuel entre la One et la X, ou entre la PS4 et la X, ou et certainement chez toi aussi sur la PS5, qui est tellement finalement ray tracing par ray tracing, je trouve ça déjà canon au niveau visuel. Donc techniquement, la console, je trouve qu'elle tient la route. Alors je serais moi aussi catégorique que toi. Alors sur PS5, on peut jouer en 4K 60 FPS aussi. Nous, on a testé Spider-Man par exemple. Spider-Man qui propose deux modes. Donc un mode en 4K 60 FPS, qui est vraiment appréciable si vous connaissez le jeu, que vous contrôlez Spider-Man en train de se balader entre les immeubles, ça apporte vraiment un plus. Il y a également un mode en 30 FPS mais avec le ray tracing activé. Ce qui veut dire que quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez votre reflet dans les glaces, que le sol est un peu mouillé, vous voyez le reflet des lumières au sol, enfin c'est avec le ray tracing donc activé. Mais en revanche, c'est beau, hein, on va pas se mentir, mais ça reste un jeu PS4 Pro avec du ray tracing. C'est sympa de l'avoir, mais les concessions sont grandes. C'est vrai que même avec les cartes graphiques aujourd'hui, c'est compliqué de jouer en 4K avec du ray tracing activé. La PS5 ne le permet pas, évidemment. Après, graphiquement, le jeu est beau, forcément, il est riche visuellement, mais ça reste quand même un jeu PS4 Pro. On est quand même sur un jeu qui sortira sur les deux plateformes en même temps et il n'y a pas la baffe technique qu'on aurait aimé avoir. La baffe technique, cependant, elle arrive avec Demon's Souls. Alors, ce jeu ne propose pas de ray tracing. Bluepoint Studio a décidé de passer outre cet aspect-là pour offrir des graphismes vraiment très beaux sans cet aspect-là. Et c'est vrai que quand on voit les images, quand on voit le jeu tourner, c'est magnifique. Mais on est au tout début de la vie de la console et on attend de voir ce que va proposer la PS5 dans le futur, comme la Xbox. De toute façon, là, on a des jeux, on est un peu... Pour être un peu vulgaire, on a un peu le cul entre deux chaises, on est encore un peu entre deux générations dans cette période où les jeux sortent aussi bien sur PS4 que sur PS5, sur Xbox One que sur Xbox Series X. On verra vraiment les vraies innovations en termes vidéoludiques, en termes de graphisme, en termes de précision, de texture, quand il y aura vraiment les premiers jeux qui sortiront uniquement sur les next-gen, sur la PS5 et sur la Xbox Series X. Et ça n'arrivera certainement pas avant 2 ans à peu près. Dans ces eaux-là, ouais. 2 ans pour avoir vraiment les premiers jeux exclusifs au next-gen. Et là, on verra quand même quelque chose où les consoles, elles devront montrer un petit peu ce qu'elles ont sous le capot. Après, il n'y a pas besoin d'attendre aussi longtemps pour voir une petite révolution parce que, par exemple, on va évoquer le sujet du SSD. Les deux consoles ont un SSD, 825 Go pour la PS5, donc 665 Go exploitables de mémoire à vérifier, et donc 1 Tera pour la Xbox Series X. Mais après le SSD, je parle pour la PlayStation 5, ça change vraiment la vie. Par exemple, lorsque vous démarrez votre console et qu'elle est totalement éteinte, il faut 25 secondes pour arriver sur le menu principal. Il fallait presque une minute sur la PS4 quand même. Lorsqu'elle est en veille, il vous faut 15 secondes pour arriver sur le menu PS4. Lorsque vous êtes sur l'interface et que vous lancez Spider-Man, il faut 9 secondes pour arriver au menu principal. Et lorsque vous appuyez sur Jouer, il faut 1 seconde, le temps d'un fondu en noir, pour arriver dans la ville. Et c'est pareil pour le voyage rapide. Par exemple, vous êtes dans le sud de New York et vous voulez aller à Harlem, qui est dans le nord. Vous faites un voyage rapide et le temps d'un fondu en noir, 1 seconde, hop, vous réapparaissez sur la carte. Alors que si vous avez joué à Spider-Man sur PS4, vous savez que les temps de chargement peuvent être un peu plus longs. Donc là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Ça change la manière dont on joue. C'est pareil sur Astro. On n'a pratiquement aucun temps de chargement. Ça va être pareil sur Demon's Souls. On n'est pas sur les mêmes chiffres sur la Xbox Series X. Évidemment, par rapport à la Xbox One, on est sur des lancements qui sont beaucoup plus rapides, quelques secondes supplémentaires par rapport à toi. On est sur une expérience qui est aussi beaucoup plus fluide quand on regarde les jeux qui sont sortis sur One et qu'on lance sur la Xbox Series X. Ce qui n'est pas le cas sur les jeux de PS4 sur PS5, il faut le préciser. Moi, j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de jeux qui étaient sortis sur One, mais aussi sur 360. Je les ai téléchargés sur la console. Et le lancement depuis le SSD, c'est vrai que ça change la vie. On part sur quelque chose qui était sur du disque à plateau, et là, tout d'un coup, on se retrouve sur du disque SSD. C'est le jour et la nuit, vraiment.
Ça reste très rapide, c'est clair. Après, est-ce que ça va se jouer à quelques secondes entre nous deux, hein, clairement. Pour toi, c'est égalité entre les deux consoles? Alors, pour moi, c'est peut-être encore une fois avantage PS5 parce qu'il y a cette question d'optimisation du SSD qui va bien au-delà de celui de la Xbox Series X. Fondamentalement, une fois dans le canapé, on lance un jeu, on ne verra pas tant que ça la différence, je pense, au quotidien. On lance un jeu, ça va vite. C'est très agréable de se dire, on lance le jeu, on attend quelques secondes et tout d'un coup, hop, ça y est, on est déjà… Et ça c'est la vraie révolution de cette génération de consoles, la présence des SSD. Et je suis exactement de ton avis, Sam. Au final, oui, techniquement, petit avantage PS5, mais dans les faits, ça reste kiff-kiff bourricot. C'est à peu près la même tambouille. Là-dessus, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a des consoles next-gen pur jus, très rapides, et qui permettent du jeu en 4K 60 FPS sur les jeux compatibles et du ray tracing, évidemment, sur les jeux qui sont également compatibles. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche pour Microsoft, les jeux de lancement. Moi, je pense que c'est un sujet qui fâche. Moi, je pense que c'est un sujet qui fâche pour Sony. Explique-nous un peu ce qui est passé par la tête de Microsoft de lancer une console sans jeu. Alors, c'est une console qui a des jeux, qui aura des jeux au lancement le 10 novembre. Il y aura beaucoup de jeux qui seront disponibles en téléchargement sur le Microsoft Store. Et quand vous accédez au Game Pass, par exemple, vous avez une centaine de jeux jouables directement sur la console. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux aussi sur la rétrocompatibilité. Il y a un écosystème complet qui vient des 3 consoles précédentes. Si vous achetez le 10 novembre la Xbox Series X, vous aurez de quoi jouer. Mais vous n'aurez pas de jeu exclusif qui motiverait l'achat de la console. Il n'y a aujourd'hui encore aucun jeu exclusif. Et c'est clair, c'est le problème. On rappelle qu'Halo devait sortir pour le lancement de la console. Exactement. Il a finalement été retardé. Halo Infinite a été retardé à l'année prochaine, clairement. Vous devrez vous contenter de tous les épisodes qui sont sortis sur les générations précédentes. Si vous n'y avez jamais joué, c'est l'occasion. Il y a des jeux d'éditeurs tiers, il y a du Ubisoft, il y a du Sega, il y a du Electronic Arts. Star Wars Jedi Fallen Order va sortir le 10 novembre, jour de la sortie de la console. Il sera disponible sur le Microsoft Store. Après, c'est quand même un petit peu léger. Par exemple, quand on regarde Sony, qui propose quand même tous les jeux d'éditeurs tiers, on pourra jouer à Assassin's Creed, on pourra jouer à Légion, à Cyberpunk. On pourra jouer aussi à Assassin's Creed, il n'y a pas de problème. Mais sur PS5, Sony propose des jeux exclusifs que tu ne trouves que sur PS5. Tu as Spider-Man, on l'a dit. Oui. Qui est un redit de la version PS4. C'est quand même un jeu original qui n'est pas un jeu original, qui est une… C'est un standalone, mais c'est quand même un jeu que tu ne peux trouver que sur Sony. Qui est une version 1.5 du Marvel Spider-Man qui est sorti sur PS4. Il y a aussi Demon's Souls, qui pour le coup… Qui est un remake. Qui promet quand même une grosse baffe technique. Qui est un remake du jeu qui était sorti sur PS3. Mais ça reste quand même un jeu original que tu ne trouveras que Demon's Souls Remake que sur la PS5. Après, il y a d'autres jeux, il y a Sackboy's Adventure. Qui est canon, mais c'est un jeu qui est dédié plutôt aux petits, mais qui est très sympathique aussi. Sony prévoit Astro Playroom, on en a parlé, qui est offert avec la console et qui est vraiment super aussi. Il y a Destruction All Star qui pour le coup lui a été retardé, mais qui était annoncé aussi pour le lancement. Qui était annoncé pour le lancement. On est dans des jeux labellisés PlayStation qui sont faits par des studios Sony Interactive Entertainment, et on sait que Sony a des grosses licences qui pourra exploiter tout le long de la vie de la console. Il y a Halo, il y a Fable, il y a Forza, voilà, on est quand même sur… on a quand même beaucoup de choses. Et puis, n'oublions pas que Microsoft a racheté Bethesda. Oui. Là aussi, il y aura beaucoup de choses au niveau Fallout, au niveau Elder Scrolls. Seront disponibles sur PC aussi, via le Game Pass, ou même via le cloud. Tout à fait, c'est vrai. Donc, pourquoi acheter une Xbox ? Une Xbox, aujourd'hui, c'est un centre de jeux que vous avez à la maison. Si vous voulez jouer aux jeux qui sont présents sur Xbox et qui sont aussi sur PC, vous achetez la Xbox, vous pouvez y jouer hors ligne, chez vous, tranquillou. Vous lancez xCloud et vous reprenez votre partie exactement là où vous l'avez laissée quand vous étiez dans votre salon. Et quand vous allez revenir dans votre salon, vous allez reprendre la partie que vous avez entamée quand vous étiez sur xCloud. Ça, c'est pratique. Ça, c'est génial parce qu'il y a une vraie expérience qui va au-delà de la console. Là-dessus, on a vraiment deux philosophies différentes. Après, quitte à départager les deux, je dois avouer que c'est tellement différent que moi, je n'arrive pas à trancher. C'est vraiment, voilà, chacun propose son truc. C'est vrai qu'en lancement, il n'y a pas beaucoup de jeux d'exclusifs sur Xbox, mais il y a d'autres choses qui sont proposées. Et sur Sony, reste dans un carcan plutôt classique. Je sais pas ce que tu en penses. Ce sont deux philosophies totalement différentes pour deux typologies de gamers. On a vraiment le hardcore gamer qui aura toute l'expérience qu'il veut avec la Xbox,
Ça veut dire, il arrive sur Xbox, il aura les jeux hardcore gaming qui lui sont dédiés et qu'il connaît. Il aura aussi la possibilité d'étendre son expérience de jeu avec toujours les mêmes jeux, que ce soit sur Android ou que ce soit sur PC, avec le Game Pass, avec xCloud. Il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on a Sony qui s'adresse plutôt à tous les gamers, voilà, for all players. Et c'est vrai que c'est très difficile de les départager. Maintenant qu'on a abordé la partie jeux exclusifs, on va aborder la toute dernière partie de ce débat qui est la rétrocompatibilité. On sait que c'est l'un des chevals de bataille de Microsoft. Explique-nous un peu comment ça marche et à quoi on peut jouer sur sa Xbox. Moi, j'ai eu donc pas mal de Xbox dans ma vie, donc j'ai eu pas mal de jeux aussi dans ma vie. Et j'ai pu ressortir toutes les boîtes que j'avais et j'ai regardé comment ça se passe. Il y a effectivement environ 500 jeux qui sont rétrocompatibles. Il y a une trentaine de jeux qui viennent de la Xbox classique et il y a donc plusieurs centaines de jeux qui viennent de la Xbox 360 qui ont été optimisés pour la Xbox One. Ça va augmenter ce chiffre avec le temps ou c'est définitif? Moi, je pense que ça va augmenter. Maintenant, ce n'est que mon avis. Il y a quand même pas mal de jeux qui ne sont pas rétrocompatibles. Prenons l'exemple de Fable, par exemple. Le Fable original qui était sorti sur Xbox, il n'est pas rétrocompatible. Sa version remake qui est sortie sur 360, elle est rétrocompatible. Pareil pour des Lego, par exemple. Moi, j'ai essayé avec Lego Harry Potter, que ce soit le année 1 à 4 ou le année 5 à 7, ils ne sont pas rétrocompatibles. En revanche, la compilation Xbox One, qui regroupait les deux jeux, elle est rétrocompatible. Est-ce que les jeux sont améliorés techniquement? Oui, les jeux sont améliorés techniquement. Donc, moi, j'ai joué sur une télé 4K. C'est vrai qu'il y a certains jeux Xbox 360, quand ils passent sur 4K, ça pique. Oui. Hein. Alors, on est d'accord, ça pique. On y joue, c'est en 4K, c'est en HDR. C'est fou, mais ça marche. Ça marche vraiment bien. Après, ce qu'il y a, c'est que, attention, ce n'est pas de la vraie rétrocompatibilité. Ça veut dire que vous mettez le disque dans la console. Le disque, s'il y a rétrocompatibilité, il va aller chercher le jeu sur la marketplace. Ce n'est pas le jeu qui est sur le CD qui va être lancé. Il ne va pas y avoir une mise à jour du jeu qui va être lancée et qui va être appliquée sur le jeu. Une fois que tu as téléchargé le jeu du marketplace, tu n'as plus besoin de ton CD. Si tu en as besoin pour lancer le jeu, pour vérifier que vous êtes bien propriétaire du jeu. Forcément. C'est dommage. Ah bah oui, c'est dommage. C'est dommage, mais ça, encore une fois, c'est la rétrocompatibilité de Microsoft depuis toujours. Après, chez Sony, c'est un tout petit peu différent. Il y a 99% des jeux PS4 qui sont compatibles sur PS5. Il y a quelques petits jeux qui ne sont pas concernés, dont un seul AAA qui est Assassin's Creed Syndicate. Vous pouvez tous vos jeux PS4, vous pouvez y jouer sur PS5. Lorsque vous mettez votre disque PS4 ou vous téléchargez votre jeu que vous avez acheté de manière dématérialisée et que vous lancez le jeu, vous avez le jeu version PS4 Pro. Par exemple, sur God of War, qu'on a essayé, on a le choix entre le mode performance en 1080p 60 fps ou alors le mode beau graphisme en 4K mais 30 fps. Mais attention, Sony a indiqué que nombre de jeux seront patchés soit le jour de la sortie de la console, soit un peu plus tard. Tous les gros jeux Sony bénéficieront un peu de ce patch. On a cité God of War, ça va être sans doute l'un des premiers à être jouable en 4K 60 fps. Sur la PS5, sur les jeux tiers par exemple, nous on a essayé Jedi Fallen Order, c'est pareil, on a les deux modes. Pour l'instant, il n'y a pas de patch de prévu. On se doute qui va y travailler également. Donc voilà, mais on a des versions PS4 Pro des jeux. C'est seulement des versions PS4. On ne peut pas mettre ces jeux PS3 dans la console, ni même ces jeux PS2, ni PS1. Alors que c'était une vraie promesse. C'était pas une promesse. C'était pas une promesse, mais il y avait beaucoup de rumeurs et beaucoup de fuites, etc., qui disaient Sony va assurer une rétrocompatibilité complète avec PS1, PS2, PS3. Moi, personnellement, j'attendais ça avec une certaine impatience. Alors qu'ils l'ont pas fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la promesse de fou. J'étais tout frétillant, tout fébrile en pensant à ça. Et honnêtement, c'est vrai que je l'attendais. Et quand je l'ai su que ça n'était pas le cas, j'ai été un petit peu déçu sur cette rétrocompatibilité parce que je me suis dit, ils vont faire exactement le même coup qu'avec la PS3. Quand il va y avoir des jeux PS2 ou des jeux PS1 qui vont sortir, qui vont être pseudo rétrocompatibles, en fait, il va falloir racheter des jeux. Sony a quand même intrus Ah putain. Il est dur ce mot, rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5. Après, bon, c'est un peu la même architecture de console, c'est un peu normal. Mais voilà, Sony, la rétrocompatibilité, à part sur PS2 et la toute première version de la PS3, version de la PS3. c'était pas vraiment leur
sportifs. La 20 disaient, Go et la 60 Go étaient totalement compatibles avec voilà. la PS2, c'était incroyable. C'était si vous voulez jouer à des vieux jeux, vous sortez vos vieilles consoles. Là, quand même, c'est assez appréciable. Surtout le fait qu'ils patchent les jeux, c'est quand même assez sympa de pouvoir jouer à des gros jeux PlayStation. Là, il y aura Ghost of Tsushima aussi. Je parlais des jeux qui seront jouables en 4K 60 FPS. C'est quand même assez sympa. Après, on va pas se mentir, c'est un petit peu service minimum quand on compare avec ce que fait Xbox. Alors pour ma part, moi, sur ce coup-là, je serais plutôt team Microsoft. Parce que c'est vrai que quand on veut rejouer à des vieux jeux, c'est chiant de sortir sa Xbox ou sa vieille 360. Là, on met notre Gears of War 1 360 sur sa Xbox, on peut y jouer tranquillement, on se prend pas la tête. Sur Sony, c'est un peu plus compliqué, il y a un peu trop de conditions à remplir, il faut que ce soit un jeu PS4, il faut que vous ayez la version avec le disque si vous avez le disque, parce que les jeux avec le disque ne fonctionnent pas sur la Digital Edition, forcément vous perdez le droit de jouer à vos jeux PS4. C'est un peu le même cas également avec la série S, s'il me semble. Sur ce coup-là, je pense que Microsoft a vraiment touché juste. On a vraiment une belle console au niveau de la rétrocompatibilité. Parce que voilà, on peut jouer à tous nos jeux, tous nos anciens jeux, et ça va plaire aux rétro gamers. Sur la Xbox Series X, on peut jouer à quasiment tous les jeux Xbox One. Ce n'est pas, là, on parlait beaucoup de la Xbox 360, on parlait beaucoup de la Xbox classique, mais bien sûr, tout le catalogue Xbox One, il est présent, il est là. Et surtout, les jeux sont optimisés, ce qui n'est Et pas le beaucoup cas de des jeux- jeux PS4 Tout à fait. les temps de chargement sont encore très longs. Il y a aussi sur les jeux beaucoup de PS4 sur jeux PS5. optimisés qui tournent en 4K. Il n'y a pas de problème. Et même, il y a donc une optimisation sur des jeux 360 qui ont été en fait optimisés pour la Xbox One et qui ont été un tout petit peu retravaillés aussi sur Xbox Series X. Donc là, vraiment, je suis plutôt Microsoft pour le coup, alors que j'ai été un petit peu Sony précédemment. Donc là, rétrocompatibilité, vraiment génial. On a vraiment beaucoup de jeux grâce à cette rétrocompatibilité. C'est un mot qui est quand même dur. C'est très dur à dire à chaque fois. Il est casse-pied ce mot. Donc au final, tu conseillerais plutôt la PS5 ou la Xbox Series X? Mon cœur balance beaucoup entre les deux. J'ai eu plaisir à trouver tous mes jeux que j'avais avant, à les retrouver en 4K sur une énorme télé. Et là, c'était vraiment que du bonheur. Rien que pour la manette, j'achèterais une PlayStation 5. Parce que vraiment, elle est canon cette manette. Même si, voilà, il y a ce petit grip en moins, mais qu'est-ce qu'elle est canon cette manette. J'aurais du mal à vraiment vous conseiller d'en acheter une ou l'autre. Après, ça dépend beaucoup de votre profil joueur. Pour le coup, alors en définitive, moi je serais plutôt pro PS5, même si je trouve que la Xbox Series X c'est une superbe machine. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Niveau technique, c'est vraiment voilà, c'est deux machines équivalentes. Ce qui me fait pencher du côté de Sony, c'est bien entendu les grosses licences. Évidemment, God of War, Final Fantasy XVI qui sera exclusif pendant quelques mois. Voilà Donc c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment un argument de poids pour Sony. Et la deuxième raison qui me fait pencher pour la console de Sony, c'est le fait que la Xbox Series X, je n'arrive pas à la considérer comme une console à part entière. Pour moi, c'est un terminal de jeu. Si on a déjà un PC ou un téléphone Android, on peut déjà jouer à tous les jeux Xbox. Donc à quoi ça sert d'en prendre une alors que la PS5, quand vous achetez une PS5, vous jouez à des jeux PS5 que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Donc après, c'est en votre âme et conscience. Si vous voulez vraiment jouer à des jeux Xbox dans votre canapé et pas sur votre PC, pas sur votre téléphone, prenez la Xbox. Si vous cherchez une console à l'ancienne, performante et rapide, prenez une PS5. Voilà, c'est un débat qui est intéressant, c'est un débat qui est sans fin, la guerre des consoles, les pros Sony, les pros Microsoft, c'est quelque chose qui dure depuis des années déjà et qui va durer encore des années. Mais voilà, on a essayé de faire un petit débat sympathique, essayer de trouver des arguments en faveur d'une ou l'autre console, en espérant que cela vous ait plu, en espérant que ce format vous ait convaincu. Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les autres vidéos. Allez, ciao! Ciao! Ouais, ça va trancher.